Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours de 10h à 11h et d'août à juillet, les nouveaux chemins sont réalisés par Irena Goudi-Primitz avec Jean-Richard Dufour à la technique et préparés par Gilda Murnette, Jardin Cultier, Geneviève Merci, Aldo Moïse, Ivan Sneger et Khanav Deleter. Adèle qui prolongera tout à l'heure à 10h50 une conversation en or avec le merveilleux Lucien Gerfagnon sur Vladimir Jankélévitch. Jankélévitch aurait dû peut-être faire partie de l'ultime semaine que les Nouveaux Chemins vous proposent de passer en compagnie des moralistes, de Montaigne à Nietzsche, en passant par La Bruyère, Chamfort et aujourd'hui le duc de La Rochefoucauld. Je suis d'une taille médiocre, libre et bien proportionnée. J'ai le teint brun, mais assez uni, le front élevé et d'une raisonnable grandeur, les yeux noirs, petits et enfoncés, et les sourcils noirs et épais, mais bien tournés. Je serais fort empêché à dire de quelle sorte j'ai le nez fait, car il n'est ni Camus, ni aquilin, ni gros, ni pointu, au moins à ce que je crois. Tout ce que je sais, c'est qu'il est plutôt grand que petit et qu'il descend un peu trop en bas. J'ai la bouche grande et les lèvres assez rouges d'ordinaire, et ni bien ni mal taillées. J'ai les dents blanches et passablement bien rangées. On m'a dit autrefois que j'avais un peu trop de menton. Je viens de me tâter et de me regarder dans le miroir pour savoir ce qui en est, et je ne sais pas trop bien qu'en juger. Pour le tour du visage, je l'ai ou carré ou en ovale. Lequel des deux? Il me serait fort difficile de le dire. J'ai les cheveux noirs, naturellement frisés, et avec cela assez épais et assez longs, pour pouvoir prétendre en belle tête. J'ai quelque chose de chagrin et de fier dans la mine. Cela fait croire à la plupart des gens que je suis méprisant, quoique je ne le sois point du tout. J'ai l'action fort aisée, et même un peu trop, et jusqu'à faire beaucoup de gestes en parlant. Voilà, naïvement comme je pense que je suis fait au dehors, et l'on trouvera, je crois, que ce que je pense de moi là-dessus n'est pas fort éloigné de ce qui en est. J'en userai avec la même fidélité dans ce qui me reste à faire de mon portrait, car je me suis assez étudié pour me bien connaître. Et je ne manque ni d'assurance pour dire librement ce que je puis avoir de bonne qualité, ni de sincérité pour avouer franchement ce que j'ai de défaut. Ce qui frappe Alain Brune dans ce portrait, cet autoportrait de La Rochefoucauld, c'est la pondération, qui rappelle un peu d'ailleurs la façon dont Hume peut se décrire lui-même, une sorte de pondération, de modération, qui laisse pourtant entrevoir les abîmes que par ailleurs il met au jour dans ses saillies, dans ses maximes, dans ses sentences. Mais ici, il y a quelque chose d'une sérénité, d'une tranquillité, d'une pondération qui frappe et qui, en un sens, me semble-t-il, mais c'est le lecteur, l'amateur qui parle ici, ne le quitte jamais. Qu'en dites-vous ? Oui, il y a chez La Rochefoucauld, surtout chez le moraliste, la volonté d'accéder à une position de maîtrise dans le discours. Une maîtrise qui le fait avancer de l'extérieur vers l'intérieur, des apparences vers les supposées profondeurs, pour tenter de les dominer du regard, pour tenter de pouvoir les saisir toutes entières par son discours, sans en être l'esclave. L'objet de la maîtrise, c'est donc la profondeur. Non pas la conjuration de la profondeur, mais les moyens de la regarder en face. C'est peut-être les profondeurs en tant qu'elles déterminent les apparences. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait chez La Rochefoucauld quelque chose de l'ordre d'un vertige du savoir qui viserait à donner les formules pour interpréter le comportement des uns et des autres. Il y a plutôt la volonté d'établir un discours dans lequel rien n'échappe, dans lequel les comportements, les conduites soient prises jusque dans leur irrationalité, jusque dans leur caractère insensé.
On est superficiel par profondeur, hein. C'est le programme de Nietzsche. Nietzsche, avec qui on finira cette semaine sur les moralistes, toute cette semaine en votre compagnie, Louis Van Delft. Est-ce que vous récusez une telle filiation? Est-ce que La Rochefoucauld... J'étais très frappé par les points communs entre La Bruyère et Nietzsche, mais après tout, La Rochefoucauld... Je serais bien loin de la récuser, puisque Nietzsche lui-même la revendique. Et qu'il en a parlé mieux que personne. On en reparlera sûrement. Mais La Rochefoucauld, pour lui, est un des maîtres de la musique de chambre des moralistes. Pourquoi vous dites musique de chambre? Parce que cette admirable formule est de Nietzsche. Et qu'il a 1000 fois raison. Il s'y connaissait en musique, bien sûr. Mais il a, enfin on aura l'occasion d'y revenir sûrement, mais il a défini comme un art suprême l'art des moralistes français qu'il qualifie de musique de chambre. Et comme par ailleurs, mais on y reviendra sûrement, il fait l'éloge de la troisième oreille, qui n'est pas donnée à tout le monde, mais qu'il avait au dernier degré. Il y a donc là de quoi nous alerter pour essayer de la percevoir, cette musique entre les lignes, qui tient, je le crois, de plus en plus au travail d'orfèvre, pas seulement sur les syllabes, mais sur presque chaque lettre. C'est très clair chez La Bruyère, que vous venez d'évoquer, mais chez La Rochefoucauld même. Moi, je suis ébloui par La Bruyère Oui. Et par l'ambition de cet homme d'un seul livre. Oui. Mais en ce qui concerne La Rochefoucauld, il faut s'incliner devant la justesse, la pertinence musicale de ces sentences. On en donne quelques-unes à nos auditeurs, hein. On a bien de la peine à rompre quand on ne s'aime plus. Donner une telle phrase à nos auditeurs, c'est leur tendre un miroir si fidèle qu'il en est presque odieux, Alain Brune. Oui, c'est d'ailleurs un des dangers du livre des Maximes, Ouais. un danger que le texte, dont le texte est conscient et qu'il essaye en ses débuts de conjurer. Dans quelle mesure pouvons-nous lire ce livre-là qui nous regarde avec cette cruauté, qui se moque de nous? Et c'est d'ailleurs un des conseils de lecture qui est donné dans les premières éditions du texte aux lecteurs. Lisez ce livre comme s'il ne parlait pas de vous. Lisez ce livre comme s'il parlait de votre voisin, comme s'il parlait de vos amis, comme s'il parlait de vos proches, et vous serez convaincus par sa justesse. Mais si jamais vous imaginez que c'est de vous qu'il est question, alors là, vous récuserez une telle vision. La Rochefoucauld invite au déni. On va essayer de faire en sorte justement de le lire en prenant acte du fait qu'incontestablement il parle de nous, il ne peut que parler de nous, ou plus exactement, nous ne pouvons qu'entendre cela, et à la limite les dénis qui se déposent dessus viennent du fait que c'est une musique à laquelle personne n'est étranger. Et rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie de le paraître. Ou mieux encore, si j'ose dire, si mieux il y a, c'est une grande folie de vouloir être sage tout seul. Ça, c'est terrible. Ça renvoie d'ailleurs au XVIIIe siècle à la querelle entre Diderot et Rousseau, où Diderot dira à Rousseau qu'il n'y a que le méchant qui soit seul, Alain Brune. Oui, et il y a en amont Erasme, qui apparaît également. Mais c'est aussi une maxime qui est très intéressante par rapport à la question ouverte par La Rochefoucauld de ce que l'on peut savoir. Si l'on peut savoir d'une certaine façon, c'est parce que l'on est fou. Si il y a quelque vertu à laquelle on puisse accéder, c'est parce que l'on est vicieux. Le système des maximes est un système extraordinairement pessimiste, puisqu'il prend acte de la déchéance de l'homme, de la chute de l'homme, mais il en tire certaines leçons paradoxales, comme le dit une maxime écartée. La fin du mal est un bien, la fin du bien est un mal. Et c'est un peu de la même façon pour ce qui est qu'il en va pour ce qui est de connaître. C'est parce que nous ignorons que nous pouvons finir par savoir quelque chose, de même que c'est lorsque nous croyons savoir qu'en réalité, nous ignorons les choses. Alors, on est ici avec cette chute, et c'est ça le grand paradoxe d'ailleurs. C'est que voilà un homme qui pense en termes de chute, de catastrophe biblique. Bien sûr. La condition de l'homme. Vous n'êtes pas d'accord, Louis Van Delft? Ah, écoutez... Parce que ce que je voulais dire, c'est que cet homme-là, qui avec ce filtre-là évalue l'humanité, est l'ancêtre de Nietzsche. Oui, alors, le mot de chute, évidemment, est lourd de connotations. En cas de chute, effectivement. Oui, et parmi les lecteurs, peut-être trop professionnels, il
ne faut pas être trop spécialiste des moralistes non plus, c'est un grand danger, de La Rochefoucauld, et on peut distinguer... Comment avez-vous fait vous-même pour conjurer un tel danger, Louis Van Delft? Eh bien, j'ai essayé de développer la troisième oreille. Ouais. Et il y a deux grandes interprétations, deux grandes lectures, en gros, de La Rochefoucauld. Il y en a davantage, mais disons, deux grandes branches. C'est la lecture très pessimiste, tragique, à laquelle, au fond, on vient de faire allusion, qui, en général, on la qualifie d'augustinienne. Et là, il y a évidemment des travaux célèbres qui tirent La Rochefoucauld vers le tragique, le naturalisme augustinien. Et puis, il y a une minorité de gens, mais qui peut tout de même se réclamer d'excellents lecteurs, notamment de Paul Bénichou, que nous n'avons pas encore évoqué, eh bien, qui fait une lecture beaucoup plus aimable, beaucoup plus mondaine de La Rochefoucauld. Et donc, La Rochefoucauld serait beaucoup plus représentatif de la société mondaine dont il était pratiquement l'idole, enfin une des fines fleurs, que de cette famille d'augustiniens qui pourtant a été très nourrie au XVIIe siècle, c'est certain. Mais alors, entre Augustin et Nietzsche, effectivement, la filiation ici est évidente via La Rochefoucauld, et c'est ça qui est fou. Et Nietzsche dit ceci, qui résume La Rochefoucauld dit ceci, qui résume la généalogie de la morale, l'ambition de la généalogie de la morale de Nietzsche. Donc, nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les produisent, Alain Brune. Oui, c'est probablement parce que l'augustinisme de La Rochefoucauld n'est pas un augustinisme simple. Je veux dire par là que s'il est imprégné, probablement, comme l'ont montré les travaux de Jean Lafont que vous évoquiez à l'instant, de la vision du monde portée par l'augustinisme, il ne souhaite pas établir un discours augustinien. Il ne se pense pas en théologien, il ne se pense pas en homme de religion, et toute allusion directement religieuse dans le texte est gommée et écartée au fil des éditions, sans pour autant que un certain pessimisme ne demeure. Vous voulez dire qu'il n'a gardé de la Bible que le meilleur, c'est-à-dire la chute, au fond. Exactement, il s'est installé dans l'espace de la chute, qui renvoie d'ailleurs probablement aussi à la vision politique qui est celle de La Rochefoucauld, ancien frondeur, grand entre les grands, écarté du pouvoir par le développement de la monarchie absolutiste, et à cet égard probablement convaincu du fait que ici-bas les choses sont renversées, que le mal triomphe et qu'on n'accède au bien que par quelque accident du mal qui se déjoue lui-même. Il est vrai qu'en 1648, La Rochefoucauld avait commencé par soutenir Mazarin, et puis il a rejoint les frondeurs en décembre. Et d'ailleurs, il est frappant de voir, Louis Van Delft, on fait toute une petite parenthèse tout de même, il est frappant de voir à quel point les moralistes ont un destin politique, à quel point ceux qui savent ciseler tant de sentences qu'on imagine écrites dans le secret d'un cabinet, dans le secret d'une chambre ou d'une alcôve au fond, ou en tout cas d'une tour d'ivoire, d'où le moraliste cisèle ses aphorismes, regarde l'humanité dans son ensemble, voit des mécanismes et des ensembles justement là où nous avons l'habitude de désigner des coupables. En réalité, les moralistes sont des hommes d'action, Louis Van Delft. Il arrive qu'il le soit. C'est particulièrement clair. En effet, vous avez bien raison de le souligner dans le cas de La Rochefoucauld. Il faut revenir un peu d'ailleurs sur son parcours à cet égard. Absolument. Il est certain que La Rochefoucauld a rêvé de gloire militaire et de s'illustrer sur les champs de bataille, et que, probablement assez maladroit, ou alors parce que la fortune lui était adverse, il n'a pas pu s'illustrer de cette façon-là, et qu'un certain nombre d'avantages afférents à cette gloire lui a été refusé. Et il est assez clair, et la plupart des lecteurs attentifs de La Rochefoucauld s'accordent à penser qu'il a cherché sur le terrain de la littérature la gloire et la beauté, l'éclat. Pour tout dire, l'éclat est un mot important, il l'emploie lui-même, mais il cherche aussi par ce style étincelant
qu'il n'a pas pu trouver dans les succès militaires. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction frontale entre cette quête de la gloire par l'éclat d'un style et la déconstruction propre aux moralistes, finalement, de toute vertu orgueilleuse ou de toute prétention à l'orgueil de la figure du héros cornélien, pour le dire rapidement. Le héros cornélien, qui est donc celui dont l'honneur l'emporte sur toute autre considération, ce héros que les moralistes et les jansénistes s'attacheront à voir comme finalement une victime de sa propre vanité. La déconstruction du héros cornélien qui marque le passage à une autre époque, un changement de paradigme, un changement d'époque. Est-ce que La Rochefoucauld n'a pas quelque chose de cornélien, justement, dans cette déception qu'il convertit en quête de gloire stylistique, Alain Brune? Oui, on retombe sur cette logique contradictoire qui anime le texte, de la même façon qu'on est vertueux que par vice, ou qu'on ne sait des choses que parce qu'on est ignorant. On ne peut écrire la morale que parce que l'on est soi-même incapable d'une véritable action morale, que parce qu'on est soi-même animé par l'orgueil, par le désir de dominer les autres, par le désir de comprendre les autres. Ça rappelle Guitry, ça. Les vieillards donnent de bons conseils, faute d'être en âge de donner de mauvais exemples. Oui, c'est exactement cette ironie-là qui s'installe au cœur des Maximes, une ironie qui touche aussi la figure du moraliste. Venons-en quand même, restons un instant sur cette question du statut de la déception chez les moralistes. On a le sentiment, peut-être est-ce indûment, après tout il faut bien trouver un point commun à tous ces gens-là, puisqu'il faut bien leur trouver un point commun. Il faut absolument. Je ne sais pas. C'est une question. Non, oui, je ne sais pas pourquoi il faut. Mais enfin, oui, on peut s'efforcer. Mais le fait qu'on les appelle les moralistes, et le fait que spontanément, quand on les a un peu lus, quand on a un peu ces lettres, comme on dit, on les range dans cette famille, le fait qu'on s'entende à dire qu'il s'agit là de moralistes, le fait tout simplement que le casting, si j'ose dire, de cette semaine, le choix des auteurs dont on allait parler, en un sens tombé sous le sens, de Montaigne à Nietzsche, en passant par La Bruyère, La Rochefoucauld et Chamfort. Est-ce que le point commun à tout cela, et j'inclurais presque Nietzsche dedans, n'est pas le statut de la déception, après tout? Une déception féconde. Le lit de la déception est fécond chez chacun d'entre eux. C'est particulièrement vrai chez La Rochefoucauld, dont la gloire stylistique contredit les déceptions et les infortunes militaires. Oui, eh bien, vous rejoignez tout à fait le point de vue d'un Jean Starobinski qui parle de La Rochefoucauld comme le croyant, le pratiquant d'une morale substitutive. Alors, la morale du héros, qui est au fond celle avec laquelle il entretient des affinités électives, n'ayant pas pu trouver à se conquérir dans la vie réelle, eh bien, la littérature souffre, et c'est là le côté alors de compensation, la littérature s'offre plus exactement comme revanche. On verra en parlant de Chamfort comment Chamfort est passé de la sagesse à la fougue dans son parcours. Il est devenu révolutionnaire. Il a commencé à 20 ans mondain, enfin de la sagesse, disons d'une sagesse frivole à une fougue révolutionnaire et en même temps moraliste d'ailleurs. La Rochefoucauld suit le parcours inverse, Alain Brune. Oui, mais c'est aussi que son texte s'acharne à défaire les grandeurs auxquelles il n'a pas eu accès d'une certaine façon, faute de pouvoir les aimer lui-même, il en vient en dégoûter les autres. C'est là sans doute quelque chose qui a à voir avec une revanche. C'est aussi, je crois, quelque chose qui fait son intérêt dans l'histoire de la littérature, parce que finalement, il invente un certain mode de fonctionnement du discours investi d'une autorité que jusque-là, la littérature a peu, qu'on trouve davantage dans le discours théologique, dans le discours philosophique, dans des discours qui savent. Et La Rochefoucauld, en inventant un discours hors rhétorique, une forme nouvelle, une collection de sentences, transforme sa parole en objet remarquable, admirable, que chacun est invité à contempler et à s'approprier. Précisons qu'il ne s'agit pas ici, évidemment, de faire de la psychologie. C'est pas l'objet, encore que la psychologie soit le chemin qui reconduise les problèmes essentiels, disait Nietzsche, mais c'est pas tant de la psychologie
que d'essayer d'entreprendre la genèse d'un tempérament généalogiste, c'est-à-dire faire la genèse du goût qui est celui de La Rochefoucauld et de ses comparses, de repérer non seulement le vil sous le noble, mais surtout de s'interroger de façon plus générale sur la nature des motifs qui nous font bien agir et qui, nous faisant bien agir, nous délivrent par là même l'illusion que c'est en vue du bien que nous avons bien agi, Louis Van Delft. Oui, alors nous effleurons plusieurs points qui vont droit à la moelle. Il y a une jubilation sur le champ de bataille, sans doute, lorsqu'on l'emporte. Il y a une jubilation de l'écrivain aussi. Si l'on prend une maxime comme celle-ci, qui est déjà très très dense quant au sens, évidemment, et quant à la psychologie, comme vous dites, il n'y a point de passion où l'amour de soi-même règne si puissamment que dans l'amour. Mais c'est aussi une plénitude stylistique incomparable, mais une jubilation stylistique qu'on sent aussi. Alors, je ne suis pas persuadé qu'avec ce genre de démolition, pour reprendre encore le terme de Bénichou, La Rochefoucauld cherche à dégoûter le lecteur. De même que vous semblez avoir éprouvé une euphorie devant un tel style, eh bien, on peut en éprouver aussi devant cet acharnement à démasquer, à révéler et finalement à quêter la lucidité, à traquer la lucidité. Et pour en revenir à la psychologie, d'abord, on remarquera que La Rochefoucauld, qu'il faut donc peut-être, oui bien sûr, je suis parfaitement de votre avis, nous cherchons à dégager des traits communs dans la famille des moralistes. Maintenant, c'est un piège qui nous est tendu aussi, parce que remarquons que La Rochefoucauld n'a pas écrit de caractère, et que les plus grands moralistes n'en ont pas écrit. Ce qui ne veut pas dire qu'un auteur comme La Bruyère, évidemment, soit un petit moraliste. C'est ce que j'allais vous demander, oui. Voilà. Alors, mais il y a là une contradiction. En tout cas, Pascal n'a pas écrit de caractère. Et d'une façon générale, les meilleurs auteurs n'ont pas écrit de caractère. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent que s'il y a cette simplification, ces clôtures et barrières dont parle Montaigne et que nous avons vues sous une autre forme chez Chamfort. Que nous verrons sous une autre forme chez Chamfort. Voilà. Maintenant, pour en revenir au dernier petit point, mais qui est très important. Pour en revenir à la psychologie, évidemment, c'est un maître psychologue. Parlons d'anatomie, car il y a un passage de La Rochefoucauld dans une lettre, donc un passage bien caché, où à la suite de Balthazar Gracian, qu'il connaissait et qu'il a beaucoup médité et même adapté, il se propose de faire l'anatomie de tous les replis du cœur. Et ça, c'est, à mon avis, le véritable modèle qui, évidemment, va très loin dans l'exploration, à la suite de Montaigne, de l'intérieur de l'homme. J'ai une civilité fort exacte parmi les femmes, et je ne crois pas avoir jamais rien dit devant elles qui leur ait pu faire de la peine. Quand elles ont l'esprit bien fait, j'aime mieux leur conversation que celle des hommes. On y trouve une certaine douceur qui ne se rencontre point parmi nous. Et il me semble, outre cela, qu'elle s'explique avec plus de netteté et qu'elle donne un tour plus agréable aux choses qu'elles disent. Pour galant, je l'ai été un peu, autrefois. Présentement, je ne le suis plus, quelque jeune que je sois. J'ai renoncé aux fleurettes et je m'étonne seulement de ce qu'il y a encore tant d'honnêtes gens qui s'occupent à en débiter. J'approuve extrêmement les belles passions. Elles marquent la grandeur de l'âme, et quoique dans les inquiétudes qu'elles donnent, il y ait quelque chose de contraire à la sévère sagesse, elles s'accommodent si bien d'ailleurs avec la plus austère vertu, que je crois qu'on ne les saurait condamner avec justice. Moi qui connais tout ce qu'il y a de délicat et de fort dans les grands sentiments de l'amour, si jamais je viens à aimer, ce sera assurément de cette sorte. Mais, de la façon dont je suis, je ne crois pas que cette connaissance que j'ai me passe jamais de l'esprit et du cœur. Est-ce bien La Rochefoucauld qui a dit « l'esprit est toujours la dupe du cœur », Alain Bruneux ? Oui, c'est tout à fait lui. Il y a chez lui la nostalgie des grandes passions, quelque chose d'une
mélancolie de l'amour Ça aussi, c'est Nietzsche, hein, d'ailleurs. qui demeure, parce que l'amour, peut-être, est toujours mélancolique. Et c'est aussi la psychologie de l'amour qui, bien souvent, l'intéresse. C'est peut-être ce qui explique qu'il ait pu prêter main forte à Madame de La Fayette pour certains de ses romans. C'est en tout cas ce que disent leurs contemporains. Il y a cette remarque perfide de Madame de Scudéry expliquant que La Rochefoucauld et Madame de La Fayette, faute d'être en âge de faire autre chose, font ensemble des romans. Jalousie, le lien de sympathie entre La Rochefoucauld et Madame de La Fayette est peut-être un lien d'amour véritable qui s'épargne justement les turpitudes des corps des Cathy, non ? C'est tout à fait possible. Le point commun, sans doute, dans les psychologies de l'amour à l'œuvre chez Madame de La Fayette ou chez La Rochefoucauld, c'est un certain doute quant à la possibilité d'établir ces psychologies. L'ambiguïté de la pensée morale de La Rochefoucauld, c'est qu'elle semble ne déboucher sur aucun savoir véritable. On n'est pas tellement plus savant quand on a fini de lire La Rochefoucauld, parce que à force de s'accumuler, à force de s'enchaîner, les différentes remarques se défont, se troublent. Et il en va de même dans un autre texte de La Rochefoucauld, moins connu, ses mémoires, qu'il a laissé au sujet de ses activités de frondeur. La description qu'il fait des conduites politiques des uns et des autres, des moteurs qui ont animé leurs actions, débouche en réalité sur l'impossibilité de lire l'histoire. L'histoire humaine n'est pas un champ de connaissances, c'est un champ d'accidents, un champ de hasards incertains. Et lors même qu'on fait ce qu'on doit faire, on le fait toujours pour les mauvaises raisons. Non pas parce qu'on a fait le bon calcul politique, mais parce qu'on est tombé amoureux de telle femme qui nous a poussés à agir de telle façon. Alors, est-ce une mauvaise raison ? Peut-être du point de vue de La Rochefoucauld, c'est une mauvaise raison. Mais à la faveur du décryptage de ces mauvaises raisons, il met en évidence le fait qu'à de petites causes conviennent ou correspondent de grands effets, Louis van Delft, qui est une des leçons aussi des moralistes d'ailleurs, qu'on retrouve chez Sioran quand il dit que les déboires administratifs sont l'unique motif recevable de suicide. Oui, en ce qui me concerne, je ne suis pas tellement persuadé que on ne soit pas beaucoup plus savant. Ça dépend de quelle science on parle. Mais la science de l'homme, en tout cas, je crois qu'on l'est bien davantage après avoir lu ce recueil au style que Benda aurait aussi pu appeler un style cruel. Et que d'autres, alors qui ont connu La Rochefoucauld, appelaient le style soldat. Ça y va, pour parler très familièrement. Ça démasque et ça ferraille sans pitié. Et c'est exactement la signification qui est donnée, à mon avis, en entier dans le frontispice et dans l'illustration du frontispice donc, des Maximes, et qui a eu l'aval de La Rochefoucauld, où il s'agit de rien de moins que de démasquer le philosophe par excellence, encore dans ce temps-là, c'est-à-dire Sénèque. Et qui le démasque ? Un petit personnage ailé, un angelot, qui paraît tout à fait gracieux et avenant, mais qui s'appelle l'amour de la vérité. Alors, si nous ne sommes pas plus savants en sortant du recueil qu'en y entrant, pas tellement plus savants... Mais pardonnez-moi juste, est-ce qu'on n'y gagne pas le fait, en démasquant, oui, de découvrir que chaque masque en dissimule un autre ? Est-ce qu'au fond, notre science n'est pas accrue de la découverte que sous un masque, c'est un autre masque qui se fait jour, et qu'au fond, en termes strictement métaphysiques, Louis van Delft, oui. quand on balaye les apparences pour en faire surgir la vérité, on se met le doigt dans l'œil puisqu'on fait apparaître la vérité et que par là même, on la réduit au statut d'apparence. Oh oui, sinon que dans le cas de La Rochefoucauld, en balayant toutes ces apparences, successivement, systématiquement, méthodiquement et cruellement, eh bien, il reste un noyau dur. Les vertus se perdent dans l'intérêt, comme les fleuves se perdent dans la mer. L'intérêt, c'est le noyau dur. Et donc, derrière tous ces masques, et en effet, vous avez raison, c'est un bal masqué, mais il y a un monstre, et c'est celui dont on aura sûrement l'occasion de parler à propos de la Maxime supprimée numéro 1. Et c'est un monstre, mais unique. Alain Brune. Oui, c'est d'ailleurs le reproche que fait Voltaire
à La Rochefoucauld, il n'y a qu'une seule idée dans le livre, et c'est en ce sens que je Mais c'est disais déjà qu'on pas mal, était- Oui, Pour Voltaire, ce n'est pas assez. Oui. Oui, mais parce que je lui n'a regarde ça jamais eu depuis. une idée, justement. Voltaire était l'intercesseur d'un savoir qui n'était pas le sien. Oui, il a un Oui. rapport au savoir qui est tout à fait différent. Mais précisément, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas plus savant. On est sans doute plus sage, mais on n'est pas plus savant, puisque finalement, on est face au vertige des apparences. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. On est philosophe. Il n'y a point, ça c'est fabuleux, on dirait du Montaigne, il n'y a point de sots si incommodes que ceux qui ont de l'esprit. On retrouve d'ailleurs là aussi avec Guitry l'intuition que la solitude parfois est accrue quand on vient la troubler. Ce qui rappelle les sots incommodes qui ont de l'esprit. La Rochefoucauld, en héritier de Montaigne, est celui qui repère la bêtise, non seulement sous l'intelligence, au sens où il ferait la généalogie de l'intelligence par la bêtise, mais également au sens où l'intelligence elle-même est l'aliment de la bêtise et de l'ignorance de la bêtise sur elle-même, qu'au moins l'imbécile a ceci de supérieur à l'intelligent, qu'il sait qu'il est un imbécile ou que c'est un imbécile conscient de lui-même. L'homme intelligent croit qu'il suffit d'être intelligent pour ne plus être bête, Louis Van Delft. oui. Alors, écoutez, Il faut être très intelligent pour dire ça. permettez-moi de... c'est une sorte de perche que vous nous tentez quand même, de saisir l'occasion pour faire remarquer, à mon avis, nous sommes en train de faire de La Rochefoucauld encore un auteur bien plus austère qu'il ne l'a été. Ça, il y a des preuves objectives. La Rochefoucauld était l'arbitre des élégances de son milieu. C'est celui qui... les élégances et donc du goût. Non seulement du savoir-vivre, de l'honnêteté, de la courtoisie, de la politesse, mais également du goût en toute chose. Il feignait, mais ça c'est une posture, de prendre la littérature beaucoup moins au sérieux que de la fabrication de bonnes confitures, ou bien que la valeur en bourse de parts qu'il pouvait De détenir. la même manière qu'on ne rigole pas avec le rire, il faut prendre au sérieux la désinvolture de La Oui, Rochefoucauld. mais il y a des preuves qu'il a pris extrêmement au sérieux la littérature et il soumettait... D'abord, c'était un jeu quand même. On a un peu trop accentué cela, mais foncièrement, il reste que c'est une littérature qui s'est produite, qui est née, qui s'est développée, qui a été goûtée et énormément goûtée dans les salons. C'est un jeu collectif. La Rochefoucauld a très habilement soumis ses moindres essais à un cercle de lecteurs et d'admiratrices, mais pas toujours, en leur demandant leur avis. Il n'a pas risqué un pas sans prendre ses précautions. Tout ce côté-là échappe lorsqu'on s'imagine que c'est un auteur austère. Et augustinien, sans doute, il ne s'agit pas du tout de nier cette composante, mais enfin, c'est un auteur quand même qui est issu de la culture mondaine et qui l'a fait étinceler. Alain Brune, vous n'êtes pas d'accord? Non, on retrouve ici la même Oui. différence d'école finalement que vous évoquiez, Oui. que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Assurément, je ne crois pas du tout que La Rochefoucauld soit quelqu'un d'austère, ni que, comme on a pu le lire récemment dans certaines des éditions scientifiques de ce texte, il y ait dans les maximes quelque chose d'une entreprise de contrition. Et au contraire, ce qui m'a beaucoup intéressé chez lui, c'est la logique de collection qui l'anime. Le fait que, comme le duc de Liancourt, dont il est proche, il s'amuse à collectionner. Le duc de Liancourt, ce sont des tableaux. La Rochefoucauld, ce sont des maximes, ses propres maximes. Mais pour autant, je crois qu'il faut se méfier de la catégorie du jeu et du jeu mondain pour lire les maximes. Parce que les maximes ne fonctionnent pas comme du discours. Et de ce point de vue-là, la maxime dont nous sommes partis tout à l'heure met en garde le lecteur contre la tentation... C'était laquelle? On est parti d'où? J'ai oublié. De l'idiot spirituel. Ah oui, très bien. Oui. Cette maxime- Les sots incommodes, qui sont ceux qui ont de l'esprit. Exactement. Oui, c'est un peu comme ceux qui ignorent tout et qui ergotent, ou ceux qui vous ennuient sans le savoir, ou qui s'installent chez vous. Enfin,
C'est une espèce exactement extrêmement répandue. Oui. ce profil-là. Je crois que cette maxime nous met aussi en garde contre l'idée de lire ces maximes comme un recueil de bons mots, comme un jeu d'esprit. Le fonctionnement du texte de La Rochefoucauld est extrêmement inadapté à l'oral et extrêmement inadapté à la conversation. Le caractère oraculaire de certaines sentences, la brutalité, les effets tirés de certaines constructions de phrases les rendent beaucoup mieux faites pour la lecture que pour la parole. Et il y a tout un travail graphique chez La Rochefoucauld. De la même façon, les documents que nous pouvons avoir sur la jeunesse des maximes renvoient moins au jeu mondain des salons qu'au travail solitaire de La Rochefoucauld et de certains de ses amis, mais chacun en parallèle, quitte ensuite à en discuter par lettres. On pourrait quand même vous réconcilier tous les deux en faisant du salon l'écosystème de la solitude. Le lieu par excellence de la solitude, du salon comme de la foule. Qui ne s'est pas senti perdu au sein d'une foule, qui ne s'est pas senti seul dans une réception où précisément, à cet égard d'ailleurs, il n'avait pas sa place. Et il faut peut-être un certain temps pour mesurer la chance qu'on a de n'avoir pas sa place dans une réception que du coup on peut regarder d'ailleurs. On va entendre, tiens, quelques maximes de La Rochefoucauld sur l'amour, maximes ciselées donc, dans une solitude que la présence des autres n'entame pas. Il est difficile de définir l'amour. Ce qu'on en peut dire est que, dans l'âme, c'est une passion de régner. Dans les esprits, c'est une sympathie. Et dans le corps, ce n'est qu'une envie cachée et délicate de posséder ce que l'on aime après beaucoup de mystères. S'il y a un amour pur et exempt du mélange de nos autres passions, c'est celui qui est caché au fond du cœur et que nous ignorons nous-mêmes. Il n'y a point de déguisement qui puisse longtemps cacher l'amour où il est, ni le feindre où il n'est pas. Il n'y a guère de gens qui ne soient honteux de s'être aimés quand ils ne s'aiment plus. Si on juge de l'amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine qu'à l'amitié. On peut trouver des femmes qui n'ont jamais eu de galanterie, mais il est rare d'en trouver qui n'en aient jamais eu qu'une. Il n'y a que d'une sorte d'amour, mais il y en a 1000 différentes copies. L'amour, aussi bien que le feu, ne peut subsister sans un mouvement continuel, et il cesse de vivre dès qu'il cesse d'espérer ou de craindre. Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits. Tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. L'amour prête son nom à un nombre infini de commerces qu'on lui attribue et où il n'a non plus de part que le doge à ce qui se fait à Venise. L'amour de la justice, ajoutons-là, n'est en la plupart des hommes que la crainte de souffrir l'injustice. On a vu tout à l'heure que son sens de la généalogie, le goût de La Rochefoucauld de pointer les motifs indignes qui président aux actions nobles, l'amour-propre derrière l'amour, l'intérêt sous la vertu, pour le dire rapidement, faisait de lui en un sens l'ancêtre de Nietzsche et le père ou le maître à penser de ceux qui considèrent qu'il ne suffit pas d'avoir un objet digne de penser pour penser dignement ou de vouloir le bien pour être, ou plus exactement d'être bien pensant pour bien penser. C'est l'avantage de la généalogie qui nous guérit de cette illusion. L'alibi de l'objet nous dispense évidemment de juger notre propre activité de pensée. Est-ce qu'il n'y a pas également, il est l'ancêtre de Nietzsche à cet égard, est-ce qu'il ne l'est pas également dans la mesure où il est antisocratique ? Dans le Ménon, fameux dialogue de Platon, le Ménon, quand Socrate demande à Ménon ce qu'est la vertu, Ménon lui dit « mais c'est facile, je peux te répondre, la vertu c'est l'art de bien commander aux hommes, ou la vertu d'une femme c'est de tenir son foyer, la vertu d'un homme c'est si. » Quelle chance, dit Socrate, je te demandais une définition de la vertu, je me retrouve avec un essaim de vertu. L'argument ironique de Socrate est de plaider en faveur d'une définition unique de la vertu, l'essence
sens de la vertu, il ne la connaît pas. Et il force ainsi Ménon à penser en le tournant vers une sorte d'universel vertueux, enfin d'une unité en tout cas de la vertu, comme Socrate recherche l'unité de la justice. Il y a ici une infinité d'amour, une palette d'amour. Alors certes, il y a un amour caché au fond du cœur, comme le Dieu caché de Pascal, et que nous ignorons nous-mêmes, et qui donc peut-être en sous-main nous travaille. Mais le fait est, il y aurait peut-être là une sorte d'optimisme derrière cet amour latent. Mais en même temps, en pratique, de la même manière que pour Hippias, il y a une infinité de beauté, pour Ménon, une infinité de vertu, pour La Rochefoucauld, une infinité d'amour, Louis van Delft. Oui. Et il y a aussi... Donc un renoncement à l'idée d'amour. C'est ça que je veux dire. Je ne pense pas. On peut avoir un amour suprême, celui de la vérité. C'est, je vous le rappelle, le nom écrit sur le frontispice même, c'est le nom de cet ange, l'amour de la vérité. Je n'ai pas donné la description entière, et elle est même totalement lacunaire. Il faut que je complète la description de cette gravure. On y voit donc ce personnage si aimable, cet Angelo. On le voit devant le buste d'un philosophe. Et on le voit au moment même où il vient d'arracher à ce philosophe, qui est identifié sur la gravure même comme étant Sénèque, un masque. L'Angelo, l'amour de la vérité, coince ce masque tout à fait ressemblant à celui de l'image que Sénèque et la plupart des philosophes stoïciens cherchent à projeter d'eux-mêmes, c'est-à-dire constant, au-dessus de l'infortune, et capable de rivaliser en constance avec les dieux mêmes. Alors apparaît le visage véritable du philosophe et du maître des maîtres, grimaçant, hideux, souffreteux. Et donc l'amour suprême, c'est celui du vrai. Mais de la même manière, Alain Brune, Louis van Delft, que faire tomber les masques, c'est aussi porter le masque de celui qui les tombe tous. Oui. Un peu comme le type qui dit « moi je suis franc, je suis sincère, rien n'empêche autant d'être naturel que le désir de le paraître hein, », nous dit La Rochefoucauld. Donc il est sans pitié au fond, pour celui qui fait profession de sincérité, en masquant, en montrant plus exactement, La Rochefoucauld montrant tous les subterfuges qui se dissimulent derrière cela. Est-ce qu'au fond l'amour de la vérité de La Rochefoucauld ne culmine pas dans un renversement de la vérité, au sens où certaines vérités, ou le goût de la vérité, la quête de la vérité, culmine souvent sous la forme mensongère de celui qui croit avoir trouvé la vérité et qui par là même l'impose aux hommes. Alain Brune et Louis van Delft sur ce point. Alain Brune. Oui, je crois que c'est exactement vers cette idée que nous conduit le frontispice de l'édition. L'amour de la vérité, le courage de la vérité, peut-être, aurait dit Foucault, mais qui c'est arrive, les derniers cours au Collège de France qui sont parus sous ce titre au Seuil, oui. Qui débouche finalement sur quoi ? Sur le visage effrayé d'un philosophe qui n'est qu'un homme, qui n'accède pas par la philosophie. Et donc un masque. Et donc un masque, et qui n'accède pas à la domination, à la maîtrise, à la capacité véritable de connaître. Oui, probablement ce qui fait de La Rochefoucauld une des racines de Nietzsche, c'est cette ère du soupçon qu'il ouvre, cette idée que le savoir n'est pas quelque chose d'objectif que l'on pourrait atteindre, mais une succession de masques, d'apparences, que la véritable sagesse n'est pas une domination du savoir, mais un certain mouvement qui permet de traverser les apparences qui nous font face. C'est un mouvement renversant parce qu'on traverse les apparences mais on n'en sort pas. Parce qu'il y a un soupçon stupide, c'est le soupçon du non-dupe, c'est celui à qui on ne la fait pas et qui au fond, croyant être détrompé, ne doute pas par là même d'être parvenu à une certaine forme de vérité. C'est le soupçon du complotiste par exemple qui considère que sous les apparences que la presse ou les médias lui présentent, il y aurait en fond sonore en réalité la réalité d'un complot dont lui aurait su mettre à jour les turpitudes. Et puis il y a le soupçon qui n'en finit pas de soupçonner, qui ne se repose pas sur lui-même, un peu comme l'étonnement ne s'épuise pas dans la découverte des raisons qui rendent un phénomène étonnant. Et c'est un soupçon qui culmine dans l'art de se méfier de sa propre méfiance, Louis van Delft. Oui, dès
le premier de ces manuscrits, on trouve sous la plume de La Rochefoucauld cette expression très significative. Il s'intéresse à la matière qu'il dit aussi changeante et inconnue qu'est l'homme. Alors, à ce moment-là, il s'agit de démasquer, de débusquer, et il faut se garder donc aussi de l'image d'un auteur qui serait semblable à beaucoup d'auteurs de notre époque, qui sont du solitaire, écrivant dans leur cabinet, encore que ce sérieux soit un peu peut-être en train de se perdre. Mais enfin, La Rochefoucauld est au cœur de la société mondaine. On a évoqué la princesse de Clèves. Et que lit-on dans la princesse de Clèves? Que la galanterie et l'amour étaient l'âme de cette cour. Donc La Rochefoucauld passe son temps à étudier la matière aussi changeante et inconnue qu'est l'homme, en observant autrui. Et il y a un jeu assez représentatif du mouvement habituel des moralistes, un jeu de va-et-vient entre l'observation de soi et l'observation d'autrui. Et là, il était évidemment devant un spectacle extraordinaire qui est celui de la cour, celui des grands, celui de la société mondaine. Il est dans la situation de Proust, c'est-à-dire la situation très enviable pour observer la nature humaine. Du phylactère parodique, comme dit Julien Gracq. Que vaut l'objection, Madame de Sablé? Quand les grands espèrent de faire croire qu'ils ont quelques grandes qualités qu'ils n'ont pas, il est dangereux de montrer qu'on en doute. Car en leur ôtant l'espérance de pouvoir tromper les yeux du monde, on leur ôte aussi le désir de faire les bonnes actions qui correspondent à ce qu'ils affectent. Alain Brune. C'est toujours ce même, c'est bien vu quand même, calcul ça aussi, du bien et du mal qui fait qu'il vaut parfois mieux parier sur le mal pour obtenir un bien. Est-ce que c'est ça? Parce que c'est aussi une profession d'antiphilosophie, au fond. Parce que contre la tradition de ceux qui déconstruisent les mécanismes, Madame de Sablé dit « Ne faites pas savoir aux gens les causes réelles de leur grandeur, parce que sinon ils ne s'en remettent pas. » Ils ne s'en remettent pas, ils ne sont plus grands et ils n'agissent plus grandement. Comme tel, hein. C'est, je crois, toujours cette logique paradoxale de la fin du mal qui est un bien ou de la fin du bien qui est un mal. Et alors, effectivement, s'ouvre le paradoxe de tenir ce discours-là. Où est-on pour tenir ce discours-là? Qui peut dire, et à qui et où, que c'est ainsi que les hommes vivent? Est-on encore un homme lorsque l'on peut ainsi prendre de la distance par rapport à eux? Mais c'est aussi une objection à laquelle La Rochefoucauld a dû très tôt faire face dans les consultations qui sont organisées pour préparer la publication des Maximes. Un des reproches qui va apparaître, c'est celui du portrait du peintre. Dans quelle mesure un tableau aussi noir de l'homme ne correspond pas uniquement à la noirceur de l'âme de La Rochefoucauld lui-même? Dans quelle mesure le moraliste n'est-il pas le comble du vice pour ainsi voir l'homme de façon aussi vicieuse? Mais c'est là sans doute ce qui tempère, modère. C'est une objection anti-moraliste aux moralistes. C'est une objection anti-moraliste aux moralistes. Parce que d'un point de vue moraliste, voir le vice, de la même manière que désirer le bien n'est pas être bon, voir le vice n'est pas être vicieux. Non, bien sûr que non. C'est la question de l'objet et du sujet d'une... Louis Vandeffe, à cet égard, le mot de la fin vous revient. Écoutez, le mot de la fin, citons cet auteur qui a été introduit en France justement par Madame de Sablé et par La Rochefoucauld, c'est-à-dire l'immense Balthazar Gracian. Or, que fait Balthazar Gracian, dont La Rochefoucauld est très très proche dans son écriture même? Eh bien, son œuvre maîtresse n'est peut-être pas l'Oraculo Manual, qui a été traduit sous le titre Faux amis de l'homme de cour, mais c'est le Criticon. Et dans ce Criticon, je termine par là, on trouve une relation absolument emblématique de l'entreprise de chaque moraliste, qui est la relation on pourra développer, et la relation de l'expert, que prétend en l'occurrence être le moraliste, et du nouveau venu dans le monde. Le nouveau venu, en l'occurrence, c'est le lecteur, qui est la dupe des masques. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. En tout cas, on retrouve implicitement ou explicitement cette relation de quelqu'un qui prétend, avec tous les dangers inhérents à la chose, être connaisseur, être détenteur du savoir sur l'homme, et qui prétend initier le néophyte, l'ignorant, le nouveau venu, comme dira si magnifiquement La Fontaine. Autant dire qu'on sort de la lecture de La Rochefoucauld plus ignorant qu'en y entrant. Cela dépend de nous. C'est une valeur ajoutée, ça. Merci à tous les deux.
deuxième partie des Nouveaux Chemins, tout de suite avec le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. On continue cette semaine consacrée au philosophe Jean Kelevitch avec Lucien Gerfagnon, auteur notamment d'un livre sur Jean Kelevitch qui s'appelle Entrevoir et vouloir, publié par les éditions de la Transparence. Et aujourd'hui, c'est de la mort chez Jean Kelevitch que nous allons parler. Bonjour Lucien Gerfagnon. Bonjour cher ami, heureux de vous retrouver. Eh bien, bonheur partagé, nous allons continuer à parler de Jean Kelevitch comme tous les jours de cette semaine. Nous avons commencé hier, nous avons pris le train en marche, comme vous dites dans votre livre, hein, pour essayer de rentrer dans la pensée de Jean Kelevitch, de plonger dans sa pensée. Continuons aujourd'hui, puisque nous avons à peine effleuré cette importance de la philosophie première pour Jean Kelevitch, et repartons de cette idée selon laquelle pour Jean Kelevitch, il faut essayer de dépasser cette opposition entre l'essence et l'apparence et voir que dans l'apparence, en réalité, l'apparence elle-même est une mise en évidence de l'invisible. Oui, les choses visibles vous questionnent. Elles vous questionnent tout simplement sur le fait même, sur ce que vous pensez du fait qu'elles sont là. Et de même d'ailleurs les mots qui se bousculent pour suggérer l'indicible, etc. Nous sommes des ipséités, on dit ça dans notre patois de philosophe, des soi-même. Nous sommes des soi, chacun est un soi-même rigoureusement unique qui ne viendra qu'une très seule fois dans le temps, qui n'apparaîtra qu'une très seule fois dans le temps, et qui, pour l'éternité, aura été cette unicité, cette absolue d'unicité. Et donc, on ne peut pas ne pas se poser, sauf si on fait partie de ces gens qui se fichent complètement de tout et pour qui tout est naturel, hein, ou quand on vous répond « Oh, ben c'est tout naturel ». Ces gens qui ne s'étonnent pas. Hein. Les gens qui ne s'étonnent de rien, et qui donc n'ont aucune espèce d'idée de ce que pourrait bien être la philosophie. Or, la philosophie, on revient à ce que nous disions la dernière fois, la philosophie, disait Platon, commence avec l'étonnement. Moi, je ne me suis jamais fait, depuis l'âge de 4 ans, à ce qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, pour dire ça bêtement, très bêtement. Autrement dit, que ça soit là, voilà, c'est là. Or, ce qui intéresse Jean Kelevitch, c'est précisément ce décalage entre cet absolu de présence et la façon dont on le voit englué en quelque sorte dans la matière, englué dans le temps, englué dans l'espace, englué dans tout ce que vous voulez. Et il se pose la même question que se posait Bergson, et en remontant assez loin dans le temps que se posait Plotin, qui les a inspirés tous les deux, Bergson d'abord et Jean Kelevitch ensuite, cette question, au fond, du principe de cette présence. Ce qui expliquerait cette présence, ce qui expliquerait la raison d'être des choses. Qui, disons, sinon la raison d'être, du moins le fait que, voilà. Quant à la raison d'être, alors là, les philosophes vont s'exciter là-dessus et ils en trouveront des milliers de raisons d'être. Justement, précisément, c'est ce qui fait la caractéristique de la pensée de Jean Kelevitch. Mais oui, il accepte une fois pour toutes qu'il n'y a que la quête de la raison d'être est vaine et inutile. Et puis que l'absolu ne peut être qu'entrevu. Entrevu et non pas vu et décrit. Ce qui ne veut pas dire que la science ne sert à rien. La science sert simplement à expliquer le comment de ce qui est là, comment ça marche, et c'est très utile. C'est même, puis ça peut même être passionnant. Ça vaut le coup d'y consacrer sa vie. Les savants, physiciens et autres y consacrent leur vie.
Mais on aura beau raconter tout ce qu'on voudra sur ce qui est, jamais on ne pourra dire de façon sûre et certaine, au fond, le principe, d'où vient qu'il y ait ce quelque chose là devant nous, qui peut être n'importe quoi, les yeux d'un être aimé, aussi bien qu'une crotte de chien sur laquelle on vient de marcher. Tout ça, c'est de l'être, hein, n'est-ce pas ? Par parenthèse, quand on parle de Dieu en termes d'être, on ne l'arrange pas, étant donné que tout est être, n'est-ce pas ? La sauce tomate que vous mettez sur vos spaghettis, c'est de l'être. Alors, si Dieu... Alors, évidemment, on me dira l'être suprême. Bah oui, mais c'est toujours de l'être. Hein. Alors, ça ne va pas aussi loin. C'est encore au-delà, toujours au-delà. Et là, vous retrouvez la pensée, non seulement de Plotin, mais encore de certains mystiques. L'au-delà de tout. Vous retrouvez Platon, epekeinate sousias, ce qui est au-delà de la substance, au-delà de l'être. Il dit ça dans le Parménide, au-delà de l'être. Et si on veut parler de Dieu, eh bien, on est obligé de dire comme Grégoire de Nazianze, ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut dire de toi? Si bien qu'il semble qu'il faille renoncer à réfléchir au sens du monde et de la vie à travers le terme même de être, et peut-être troquer ce qui n'est finalement qu'une catégorie de pensée contre une autre perception des choses qui, elle, passe plutôt dans la durée, dans le temps. L'importance du temps est fondamentale chez Jankélévitch, c'est le cas de le dire. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur cet étonnement initial. Cet étonnement initial a un lien avec le temps qui passe, puisque chez Jankélévitch, vous le dites dans votre livre, Entrevoir et vouloir, la mort est bonne pédagogue. C'est-à-dire que c'est la mort, c'est la pensée même de la mort, oui, à laquelle Jankélévitch a accordé une place énorme, peut-être plus que toute autre philosophie, qui induit à la philosophie. Il invite à la philosophie parce que elle est inexplicable. Elle rend la présence du monde totalement inexplicable si on entrevoit l'absolu. Jankélévitch dit quelque part que l'absurdité est notre seule chance. Imaginez, et vous voyez, je retrouverai presque sa façon de parler. C'est notre seule chance. Tout simplement parce que la nature semble travailler, comme disait Maurice Nédoncel, pour un cimetière déjà surpeuplé. Dans la rue, vous ne rencontrez que des condamnés à mort. Il y en a qui marchent avec une canne, il y en a d'autres qui roulent tranquillement dans leur petite voiture et qui font arreux, mais ce sont quand même des condamnés à mort. Et du coup, ce monde que vous voyez apparaître, vous qui êtes une ipséité, on peut dire éternelle, eh bien, ce monde-là n'aurait aucun sens s'il ne procédait d'un absolu qui lui donne un sens, mais un sens que nous ne connaîtrons jamais, que nous ne pourrons qu'entrevoir. Et encore, avec quelle prudence, et pour un instant, et seulement un instant. Et il me revient un mot de Bergson que Jankélévitch citait parfois, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, mais parfois je devine que je vais avoir su. Merci Lucien Gerfagnon, on se retrouve demain pour la suite de cette discussion. Avec plaisir. Merci à tous, merci Adèle. À vous entendre parler ainsi avec Lucien Gerfagnon, je me dis que Vladimir Jankélévitch et le duc de la Rochefoucauld auraient eu peut-être beaucoup à se dire, qui sait. On se retrouve en tout cas demain pour la suite de cette semaine sur les moralistes et sur Vladimir Jankélévitch. Demain, c'est de La Bruyère que nous parlerons.
Pour l'heure, vous pouvez retrouver cette émission, si vous le souhaitez, sur notre site internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent, comme tous les jours, téléchargement, écoute en ligne de toutes les émissions de l'année, ainsi qu'une bibliographie savante. 10h59 sur France Culture. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.